actualité, c'est la canicule. Votre ville de Nancy est touchée. Comment vous gérez la situation en tant que maire ? Alors d'abord, on a la chance d'avoir un préfet avec lequel on travaille de manière très étroite, puisque c'est l'État qui engage les choses. On a mis en place un plan sur lequel, hélas maintenant, on commence à être rodé, si je puis dire, puisque les accidents de chaleur, les pics de chaleur et les canicules sont de plus en plus fréquentes maintenant, et de plus en plus violentes. Donc à Nancy, qu'est-ce qu'on a fait ? On a bien sûr un registre à jour des personnes vulnérables, je crois qu'on commence par là, qu'on essaye vraiment de compléter toute l'année, pas seulement l'été. Donc les personnes âgées notamment, principalement, mais aussi des personnes malades à domicile, sont appelés par le Centre communal d'action sociale, sont visités dès qu'il y a un doute. Et on est en contact aussi, quand il le faut, avec les médecins traitants. On ouvre évidemment des salles fraîches dans les résidences autonomie, dans les maisons de retraite. Au moment où vous allez être privé de la taxe d'habitation, comment vous allez faire ? Et est-ce que l'idée de récupérer l'argent des départements, puisque c'est un peu ça dont il est question, c'est quelque chose qui vous plaît en tant que radical, justement ? Alors, il y a beaucoup de questions. Oui. Pour être rapide, moi je pense que la transition écologique, c'est un investissement qui peut améliorer les choses en fonctionnement. On le voit à Nancy, on est passé en véhicule électrique, quand même, le carburant coûte beaucoup moins cher. Et puis c'est l'occasion de repenser les flottes de véhicules. Je ne vous cacherai pas que la mise aux normes énergétiques des bâtiments, hiver comme été, on le retrouve après dans les factures d'énergie. Donc, la transition écologique, ça peut être aussi quelque chose de vertueux sur le plan budgétaire. Je voudrais insister là-dessus. C'est de la dépense en investissement, mais ça peut avoir un rendement en fonctionnement. Vous avez évoqué l'évolution de la fiscalité locale ensuite. La réforme est en préparation. Puisque la réforme est en préparation. Moi, je pense que ce qui est important, il y a deux progrès qui sont attendus par les élus. Un, je crois que si on veut transformer la France, il faut une nouvelle vague de décentralisation. Pas du bidouillage entre collectivités. Des compétences de l'État qui vont aux collectivités. Un vrai acte 3. C'est-à-dire que ce que fait le gouvernement actuellement, c'est du bidouillage entre collectivités ? Non, ce qui a été fait avec Notre, MAPTAM, ce qui a été fait sous François Hollande, où l'État a pris au département pour donner aux régions, où il a modifié les agglos, où il a revu les périmètres de communes. En fait, d'une certaine manière, il a poussé les collectivités locales un peu à se battre entre elles. Mais il n'y a pas eu de transfert puissant de l'État vers les collectivités. Je crois que la transformation du pays passe par là. Et ça implique des blocs de compétences clairs. Et donc, ça implique des blocs fiscaux clairs. Et l'idée que le foncier bâti, par exemple, puisque c'est ce que vous évoquez, je pense, qui est déjà en bonne part aux communes et aux intercommunalités, soit complètement au bloc communal, c'est une bonne idée, je le dis. Alors après, il faut que les départements, est-ce que c'est par la CSG, par exemple, par une part de CSG, il faut que les départements aient aussi, bien sûr, une ressource fiscale affectée. Je voudrais juste attirer l'attention sur deux sujets rapides. Un, il faut qu'on puisse garder une liberté de taux, parce que si le conseil municipal ne peut pas faire bouger le montant de l'impôt, quelle sera l'incitation des habitants à regarder si la mairie est bien gérée ? Aucune. Voilà. Et deux, le départ de la taxe d'habitation que vous avez évoqué aussi, moi je pense qu'il sera bien compensé puisqu'ils veulent le remplacer par d'autres impôts et que ça se fait en même temps, si je puis dire. Donc globalement, sur le niveau de compensation et les modalités, je pense qu'on peut trouver un bon point par le dialogue et notamment par l'expertise technique. Vous n'avez pas d'inquiétude là-dessus. Mais il y a un sujet, c'est qu'on perd le lien entre le fait d'habiter, d'utiliser les services publics et de contribuer à ces services publics. Vous parlez de nouvel acte de décentralisation. Et moi, je fais partie de ceux qui ont défendu l'idée d'une contribution de résidence, même minime. Depuis 18 mois, on est plutôt dans un phénomène de recentralisation. On a repris l'apprentissage aux régions, on supprime les impôts. Enfin, on n'est pas du tout dans ce que vous décrivez. Moi, quand j'entends Édouard Philippe dire on va poursuivre la décentralisation, mais quand est-ce qu'elle a commencé depuis 18 mois et on est vraiment dans le phénomène inverse. Comment vous le vivez, vous qui avez appelé à soutenir l'action du président de la République ? C'est quelque chose qui doit vous heurter quand même en tant que décentralisateur radical. Sur le sujet de la décentralisation, depuis 2017, depuis que le président a été élu, on a régulièrement alerté sur le manque de confiance envers les collectivités locales et sur le fait surtout que le président, qui dit vouloir transformer le pays, ne pourra pas le faire sans avoir des alliés. Et pour transformer le pays, le premier allié, c'est les collectivités locales. Dans l'acte 2 du quinquennat, ce qui a été annoncé, c'est deux grandes évolutions. Un, l'arrivée sur le terrain des questions sociales, avec par exemple les retraites, mais aussi la dépendance ou la loi santé. Bon. Et deux, la volonté de faire confiance aux collectivités et d'établir un partenariat clair. Moi, je n'ai pas de raison de faire procès a priori au gouvernement. Voilà, il annonce un virage, il annonce une évolution. On peut comprendre qu'après les Gilets jaunes, ils se disent qu'il y a des choses à changer. Ils ont besoin de partenaires, les radicaux sont des partenaires indépendants et exigeants de la majorité pour conduire ce changement. Autre réforme à venir, celle du statut de l'élu, la loi engagement et proximité sera présentée au Conseil des ministres au mois de juillet. Est-ce que cette loi sera suffisante pour éviter le découragement des maires ? Je pense que vous avez, dans le statut de l'élu, vous avez deux réalités différentes. Voilà. Vous avez des élus de grandes villes, dont j'ai
dont je fais partie, qui, même s'ils ont le même statut que tous les maires, ont un niveau d'indemnité un peu plus important, prennent des expériences qui après peuvent les aider à faire valoir des savoir-faire et à évoluer. Puis vous avez tous ceux qui sont quasiment des bénévoles associatifs, il faut dire les choses franchement, qui sont les maires des petites communes. Et moi je pense très sincèrement que c'est sur ces maires de petites communes qu'il faut vraiment mettre l'accent. Sur une meilleure disponibilité professionnelle pour pouvoir s'occuper de leur commune, parce que souvent ils n'ont qu'un agent, ou deux dans la commune pour faire le travail avec eux. Et puis bien sûr, un vrai accès à la formation, et peut-être ça passera par la réforme des retraites, etc., des incitations à ce que le temps passé à s'occuper de sa commune soit reconnu. Revalorisation de leur salaire aussi, de leurs indemnités ou pas? Pour les maires des petites communes, oui, je pense. Oui, je pense. Ou alors, il faut dire qu'on ne veut plus de petites communes. Mais il faut faire un choix, là. Est-ce que là, ça va dans le bon sens que propose le gouvernement? C'est un premier pas, honnêtement. Je crois que c'est le message qu'ils ont compris de l'AMF, quand même. Le fait que, quand ils parlent des maires, ils parlent des maires, bien sûr, des communes rurales et des villages. Et c'est là-dessus qu'il faut apporter l'effort. Moi, regardez le vote du Front National, du Rassemblement National maintenant. Je veux dire, on voit bien qu'il y a une France qui est en train de se séparer en deux parties, les campagnes et les villes. Et les maires sont un levier pour lier. Vous avez signé la tribune des 72 maires de droite et du centre qui appellent à soutenir Emmanuel Macron. C'est quoi? C'est une tribune, un ensemble de maires opportunistes qui veulent se rapprocher d'Emmanuel Macron parce que la droite va mal? Pour les radicaux, deux choses. Un, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on est quand même toujours dans la même position. Voilà, on ne conteste pas les proximités qu'on a avec Emmanuel Macron sur l'Europe, sur la modernisation de l'économie, sur le réalisme en matière de sécurité notamment et de lutte contre le terrorisme, sur l'école, où on a soutenu beaucoup des mesures prises par Blanquer depuis 2017. On a aussi alerté sur des sujets qui n'allaient pas de notre point de vue. La laïcité, la justice sociale au moment des APL, au moment des pensions, au moment de la remise en cause des emplois aidés, et puis la décentralisation, on vient d'en parler. La tribune, pour nous, elle est l'occasion pour les radicaux de rappeler leur position, voilà, qui est d'être des partenaires indépendants et exigeants de la majorité. Oui, mais comment on peut être indépendant et signer une tribune de soutien à Emmanuel Macron? Si vous avez lu la tribune, elle n'est pas une tribune de soutien à Emmanuel Macron. Quand même. Non. Elle appelle quand même à soutenir. Elle dit que nous avons. Elle dit deux choses. Elle dit on souhaite que le pays réussisse. Et aujourd'hui, le pays, il est dirigé par un président et un gouvernement. Voilà. Et ça, c'est une critique de l'ancienne politique qui consistait, quand on avait perdu les élections, à attendre l'élection suivante 5 ans après et à tout faire pendant 5 ans pour que la majorité en place échoue. Voilà. Donc cette démarche-là, elle est refusée. Deuxièmement, c'est de dire, il y a dans la politique voulue par le président et notamment dans l'acte 2 qu'il a annoncé, il y a des choses qui répondent à des critiques qu'on a formulées nous-mêmes. Donc à partir du moment où il annonce des évolutions de son programme d'action politique qui répondent à des critiques qu'on a formulées, si on est cohérent, on dit banco, voilà, chiche, allons-y. Est-ce que ça veut dire que ces maires et vous-même, vous allez conduire une liste au municipal qui sera une liste La République En Marche ou une liste de coalition avec La République En Marche? Est-ce que vous demanderez l'investiture? Alors, il y a quand même ça qui est derrière. Depuis 5 ans, je suis à la tête d'une majorité municipale qui rassemble des gens qui ont des options politiques nationales différentes. Voilà. Ils ne votent pas pour les mêmes candidats au présidentiel de 2017. Ils ne votent pas pour les mêmes listes d'ailleurs, même si moi j'en ai soutenu une clairement aux européennes de 2019. C'est un peu particulier à Nancy quand même. En fait, oui, mais c'est très bien. Les signataires ne sont pas dans cette... Mais c'est très bien ainsi. Et c'est ce que je garantis pour ma ville. Voilà, les Nancéens, ils sont attachés à l'indépendance de leur ville. Et donc, moi, ce que je garantis, c'est effectivement une liste de rassemblement avec des gens qui ont des options politiques nationales différentes, avec aussi beaucoup de gens qui ne font pas de politique. La première adjointe est un chef d'entreprise qui n'a jamais eu de carte. Le deuxième adjoint, Gilbert Hill, qu'on connaît un peu, qui était jusqu'à il y a peu juge antiterroriste, qui s'occupe de la sécurité, n'a pas non plus milité dans les partis politiques. Son statut le lui interdisait, etc., etc. Deuxième remarque sur le sujet, je pense en plus que dans la période de décomposition politique dans laquelle on est, où les partis traditionnels s'effondrent. Le PS ne s'est pas rétabli aux européennes et les Républicains n'ont pas fait le score que, d'ailleurs, tous, on attendait en observateur. Je pense que dans cette déconfiture des partis traditionnels, la logique des électeurs au municipal va encore plus être de regarder local. La personnalité du maire, la composition de l'équipe, le bilan, le projet. Et c'est dans cette perspective-là que je me place. Voilà. Il y aura quand même des investitures. Alors je ne sollicite aucune investiture. Mais est-ce que vous avez eu la garantie de La République En Marche de n'avoir aucun candidat estampillé de majorité présidentielle face à vous? À ce jour, non. D'ailleurs, les marcheurs du département réfléchissent. Est-ce qu'ils ne font pas une liste à Nancy? Donc il pourrait y avoir une liste La République En Marche à Nancy. Et je respecte leur point de vue. Voilà.